La xénophobie et l'aversion envers les étrangers étaient traitées encore en 2015 comme des préjugés à combattre. Cette règle de morale n'est plus conseillée depuis la victoire de Trump. Supposons que je réussisse à distinguer le bien du mal mieux que les autres. La barrière qui se mettrait en travers de mon chemin pour convertir l'humanité serait la nécessité de trouver la bonne forme pour mener la masse à se soumettre au devoir et à diriger son action vers le bien. Il s'agirait par exemple de réussir à convaincre les quelques Anglais qui se sentent menacés par les quelques Polonais qui leur piquent leur boulot que tous les Polonais ne sont pas à rejeter. La confrontation avec l'étranger était endémique durant mon enfance. Vers 1966, je devais avoir 8 ans, j'étais au lycée franco-péruvien de Lima avec des enfants d'Europe et d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie, comme le tendre Akeno, avec qui j'échangeais des regards amicaux. L'enseignante nous avait informé que durant 2 jours, nous aurions une maîtresse remplaçante. Il s'agissait probablement de l'entraînement d'une nouvelle institutrice, vu que notre enseignante restait au fond de la salle et prenait des notes. Je ressens encore le profond mal-être qui m'envahit et prit possession de moi durant le laps de temps de cette relève. L'activité de cette intruse m'était absolument insupportable. Je priais. Il s'agissait d'une époque où Dieu existait encore. J'attendais fébrilement qu'elle s'en aille et que Madame Joanneau, ou peut-être était-ce Madame de Pâle, revienne à son poste. Je purgeais une souffrance silencieuse, opaque, imperceptible pour quiconque. Et pourtant, je continuais à obéir. J'étais dressé pour répondre au commandement de celle qui occupait cette place, et je faisais mécaniquement les gestes de ranger mon livre, de prendre mon cahier, d'écrire et de calculer. Mon hostilité face à cette remplaçante était liée au fait que je la considérais comme une occupante plus étrangère que l'enseignante principale, française comme elle. Elle disposait d'un regard plus étranger que le coup d'œil bridé d'Akeno. Le familier, c'est ce à quoi nous sommes attachés. Et l'étranger, c'est celui que nous ne connaissons pas, l'inconnu. La consanguinité n'est pour rien dans la familiarité. Le familier dépend de l'accoutumance et de l'attachement. Et l'habitude n'est pas suffisante pour créer l'attachement. La preuve, mon père et moi. Les années de cohabitation n'ont fait que le rendre à chaque fois plus indigeste. L'habituation est propice à l'affection, mais la liaison dépend encore d'autres facteurs relativement impénétrables. Les cultures compliquent la sociabilité en donnant des signes à des personnes inconnues, et ces attributs déclenchent notre confiance dans certains contextes, entraînant un sentiment d'appartenance à un même groupe, un sentiment de familiarité. La langue, le dialecte surtout, l'accent crée une communauté, une intimité, une affinité qui enflamme le contact de 2 Uriquois qui se retrouvent dans la campagne chinoise. Le bébé accepte de se balader de bras en bras et consent à la présence de personnes inconnues jusqu'à l'âge de 9 mois, lorsque surgit l'angoisse des 9 mois, bien connue des pédiatres. À ce moment-là, les enfants exigent les bras de leur mère et hurlent à l'approche d'un étranger. L'angoisse des 9 mois est fréquente, mais pas universelle. Certains enfants tolèrent les inconnus. Oui, pas tous, mais certains. Et la morale, ces règles qui distinguent le bien du mal. La capacité de jugement distingue le bien du mal, le bon du mauvais, à travers les règles implicites de la morale.
les mortels se jugent entre eux et nous serons considérés comme bons ou mauvais selon notre capacité de discernement, selon notre façon de séparer l'ivraie du bon grain. Dans le meilleur des cas. Autrement, ce serait du pur préjugé. Or, pour vivre dans un pays considéré comme bon, il vaut mieux que la population soit pleine de qualité. D'où le dilemme de toute société, de tout État, de tout gouvernement. Comment rendre le peuple meilleur? La réponse au Moyen-Âge était le Christ, à travers la foi, la religion catholique et son Église, le chemin du bien était garanti. Aujourd'hui, le verdict glisse vers la science. Les chercheurs et leurs sponsors, dont l'université, l'État, les entreprises et autres mécènes. La régression de ces dernières années me contredit, mais ma question reste valable. Comment les scientifiques comptent-ils nous rendre meilleurs? En intervenant sur notre cerveau, en le stimulant de façon directe et invasive, ou par contiguïté par la voie de l'estomac et des pilules. C'est une réalité actuelle. La médecine rend les sujets meilleurs ou moins mauvais grâce à l'aimable collaboration des psychiatres. Et quelles sont les idées sur lesquelles nous devons agir pour devenir meilleurs? Sur ce point, la palette est large. Elle est parfois sujette à d'âpres débats. La gamme des idées considérées comme bonnes change avec le temps et selon la culture. Nos médias nous conditionnent à travers des métaphores guerrières, de lutte et de combat pour ou contre quelque chose, contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, la pauvreté, et bien sûr contre la destruction de l'environnement ou, disons-nous de manière positive, pour la planète. Sauvons la planète. Ces biens constituent les valeurs morales collectives qui dirigent notre éthique et nos comportements. Nietzsche, Freud, Orwell, Huxley et toute une armée d'écrivains et de scientifiques plus ou moins inconnus ont pointé les dégâts possibles de ces actions humaines au nom du bien et de l'idéal. Les dérèglements du christianisme sont connus. Les croisades, l'Inquisition. Au niveau collectif ou dans la vie quotidienne, ces valeurs s'infiltrent en nous, dans nos rêves, dans notre éducation, dans nos attitudes. Tous les jours, elles se redressent, à chaque moment. Nous connaissons les erreurs des prêtres du Moyen-Âge, des philosophes du XIXe siècle et des psychanalystes du XXe siècle. Maintenant, c'est au tour des neuroscientifiques du XXIe siècle de se pencher sur les formes par lesquelles nous désignons le bien et le mal. La conscience morale constitue l'instrument principal de la lutte contre l'égoïsme et contre les problèmes sociaux. La morale nous dirige vers la responsabilité et la coopération et nous promet des récompenses, non plus dans l'au-delà, mais ici et maintenant, immédiatement, en nous. La récompense viendra la nuit grâce à un sommeil détendu, mérité par une conscience tranquille. Et voilà une mauvaise nouvelle. Les neurosciences confirment une vieille intuition, les jugements moraux ne sont pas le produit de la pensée rationnelle, mais plutôt des réactions instinctives, pulsionnelles, dirions-nous dans nos langues latines. Reste admise l'existence d'une programmation génétique dirigeant les réactions réflexes non réfléchies, irrationnelles et dites instinctives. Les expériences pour le prouver sont élégantes et bien décrites dans l'article retranscrit par le Courrier international. La trouvaille la plus intéressante se révèle être celle qui permet de distinguer deux modes de délibération morale, un mode automatique et viscéral, l'autre rationnel et réfléchi. La réaction automatique est liée à l'identification avec la souffrance des autres sujets, tandis que la délibération rationnelle permet de se prononcer concernant des problèmes collectifs et sociaux. La réaction automatique est liée au champ de vision, tandis que la réaction rationnelle dépend du champ de la pensée.
Comment agir sur notre système dopaminergique et sur nos ganglions de base pour nous rendre meilleurs? On pourrait commencer par la vieille méthode devenue célèbre à travers Orange Mécanique. Prenons l'exemple de ma jeune patiente, Coco Hadid, indifférente envers les humains, mais affectueuse envers les animaux. Elle a récolté un rêve ordinaire. Elle n'a éprouvé aucun mal-être durant le rêve, au contraire. C'est uniquement lorsqu'elle se met à raconter son histoire nocturne, en entendant ses propres mots, qu'elle est parcourue par un frisson et un sentiment étrange. Elle était en train de manger avec ses mains la carcasse d'un petit poulet, plus spécialement sa tête. Elle s'est sentie comme un animal. L'humain se nourrit de protéines, vitamines et glucides, tandis qu'un animal tue et mange un autre animal. Pour améliorer l'espèce humaine, pour la rendre végétarienne et la dégoûter des poulets rôtis, une possibilité serait de lui faire regarder des vidéos sur le mauvais traitement infligé aux animaux. Mais c'est une technique lente, individuelle et complexe. Et selon les évaluations, le taux de réussite n'est pas supérieur à celui de la psychanalyse. Lorsqu'il s'agit de tenter un remodelage en masse de la pensée morale, il faudrait se tourner vers d'autres méthodes. D'autres ont conçu l'idée de faire appel à la fierté des identités collectives afin de susciter la honte collective. Bon, cette méthode s'annonce efficace pour obliger une banque à ne pas investir dans des projets contraires aux droits de l'homme, mais pas assez contraignante pour rendre le Parti républicain adepte de l'interdiction des armes à feu. Definitely, nous ne pouvons pas compter complètement sur la raison pour changer les valeurs des masses ou pour discréditer les collectivités porteuses d'une morale douteuse. Il reste alors l'action directe sur le cerveau en comptant sur les progrès de la biotechnologie. Le citalopram, l'antidépresseur le plus vendu en Suisse, et probablement ailleurs, aurait ainsi la capacité de rendre des personnes moins égoïstes et plus perméables aux douleurs d'autrui. La stimulation du cortex préfrontal médian pourrait réduire les préjugés et les attitudes de ségrégation. Nous attendons toujours la prescription de médicaments antiracisme. Il faudra du temps avant que la FDA puisse approuver la pilule. Il faudra du temps pour que les gouvernements puissent se mettre d'accord pour la mise en œuvre d'un traitement à grande échelle du citalopram dans l'eau potable. Le moment n'est pas encore venu où l'adolescent tyrannique cessera de dire « Tu fais partie de mon groupe et tu devras porter mon sac » ou « Tu n'es plus des nôtres et j'arracherai ta sale veste chaque fois que je verrai ta tronche ». L'article se termine avec une brise de relativisation en remettant en question les projets de trafic des émotions pour créer des robots moraux et faire du piratage moral à travers les médicaments et les stimulations électriques. Le besoin de créer un humain qui soit bon semble plus ancien et plus puissant que les remises en question de ce besoin. Et puis le piratage moral existe depuis la nuit des temps. L'intervention directe sur le cerveau se fait déjà et il ne constitue qu'une étape précédant l'intervention génétique.